Bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la confiance en soi, comment développer plus de confiance en soi. C'est une question qui m'a été envoyée par Facebook, je pense, par quelqu'un qui me suit, Christine. Donc on va répondre à ta question, Christine. Et à la fin de la vidéo, je ferai également quelques annonces sur les séminaires que je donne dans les mois qui viennent, notamment, qui peuvent aider à avoir plus confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est un sujet qui est d'un grand intérêt pour moi. Ça fait plus de 30 ans que je l'étudie, un peu plus même. Pour deux raisons en fait. Ça m'intéresse parce que d'une part pour réussir, pour avoir mon diplôme de psychologie appliquée, j'ai dû faire un mémoire, je me souviens très bien, c'était un mémoire qui portait sur l'estime de soi. Et en fait on peut déjà distinguer la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi est plus un jugement sur ce que je suis profondément, tandis que la confiance en soi va plus porter sur ses capacités. En fait les deux notions sont liées, mais la confiance en soi c'est plus, j'ai confiance par exemple dans mes capacités à entrer en relation. Moi, il y a beaucoup de bruit, c'est le chat qui joue. Donc, j'ai confiance dans mes capacités à entrer en relation, j'ai confiance dans mes capacités intellectuelles, dans mes capacités techniques. Et l'estime de soi est plus quelque chose qui est plus général sur la valeur que je me porte en tant qu'être humain, est-ce que je m'apprécie, est-ce que je m'aime. Et je pense que souvent, quand on dit confiance en soi, en fait, on parle beaucoup d'estime de soi. Et ça m'intéresse également pour une autre raison, c'est que j'ai écrit un livre sur le bonheur maintenant il y a plus de 15 ans. J'en ai écrit 2 en fait. Et à chaque fois, j'ai été fasciné par le fait que les gens, donc j'avais fait beaucoup d'interviews, ça a duré des années avant que j'écrive le livre, et je m'étais rendu compte que les gens qui sont heureux sont des gens qui s'aiment profondément, sont des gens qui ont naturellement confiance en eux. Alors ils ne sont pas en train de crier sur tous les toits en disant voilà je suis capable de faire ça, je suis beau, je suis ceci, je suis intelligent. Non, c'est souvent des gens qui sont très humbles. Et l'humilité est à relier à la confiance en soi. Car quelqu'un qui n'a pas vraiment confiance en lui va avoir besoin de prouver, de montrer à quel point il a de la valeur. Tandis que quelqu'un qui a vraiment confiance en lui ne cherche pas de preuves de reconnaissance de l'extérieur. Il a naturellement confiance en lui. Alors, je pense que la confiance en soi, on peut vraiment la développer, on peut vraiment en avoir plus. Et pour ça, il y a 2 étapes selon moi. 2 étapes qui suivent en fait la progression de la conscience humaine. Et la première étape de progression, c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans, c'est le développement personnel. Le développement personnel qui va travailler sur la restauration d'une bonne confiance en soi, une confiance en ses capacités, travailler sur ses compétences, etc. Ça, c'est le premier niveau qui est important dans le monde actuel parce qu'en fait, on est tout le temps en relation, on doit produire des choses, on doit faire des choses, on est dans le faire beaucoup. Mais après, il y a une étape qui est encore plus importante et maintenant, je me dirige de plus en plus vers ça, même avec mes clients, je leur propose ce chemin-là. C'est un chemin d'éveil en fait. La deuxième étape, si la première étape, c'est le développement personnel, la deuxième étape serait le dépouillement personnel. Dépouillement personnel, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de personne qu'il faut défendre, qui doit être performante, qui doit être bien. En fait, il n'y a même plus de personne et la confiance vient naturellement. Et je vais un peu développer cette notion. Prenons d'abord la première étape, c'est le développement personnel. Le développement personnel, c'est intéressant parce qu'en fait, on va travailler sur la vision que j'ai de moi. Parce qu'en fait, la confiance en soi, ce n'est qu'un point de vue en fait. Ce n'est qu'un point de vue, c'est du mental, c'est une vision de soi, de ses capacités et de ce qui est possible peut-être à faire dans le futur. Donc en fait, le développement personnel nous montre que c'est beaucoup le mental. J'ai un mental constructif, positif par rapport à ce dont je suis capable, ce que je suis, ce que je pourrais faire dans le futur. Et ce de confiance en soi, c'est le chat qui joue. J'espère qu'on n'entend pas trop dans la vidéo, excusez-moi. Ce de confiance en soi, en fait, c'est un peu, je vais reprendre l'analogie une métaphore qu'utilise Anthony Robbins, que j'aime beaucoup, qui est un peu le pape, on pourrait dire, le grand coach, le plus grand coach dans le développement personnel qui soit, qui remplit qui fait des stades avec des milliers et des milliers de personnes. Et je me souviens, quand je lisais son bouquin il y a 25 ans, ça m'avait marqué cette analogie qu'il faisait avec la table. La confiance en soi, c'est un peu comme une table avec des pieds très solides. Si on a une grande confiance en soi, on a des pieds très solides, une table bien massive. C'est quoi les pieds de la table? Ce sont des références qu'on a sur cette table. Donc j'ai confiance en moi, donc mes pieds sont très solides. Par exemple, ma référence c'est j'ai confiance en moi parce qu'à l'école j'ai toujours réussi, ça c'est un pied de la table. Puis un deuxième pied de la table, j'ai confiance en soi parce qu'on m'a toujours dit que j'étais intelligent. Voilà. J'ai confiance en moi parce que mes parents m'ont toujours valorisé, reconnu, encouragé. Donc ça c'est un troisième pied. Puis un autre pied, c'est j'ai confiance en moi parce qu'à l'université j'étais brillant
Un autre pied, ça peut être, imaginons, il pourrait y avoir 5, 6, comme ça, ou même une dizaine. J'ai confiance en moi parce que j'ai réussi à faire telle chose, ou telle chose, ou telle chose. J'ai réussi à sortir avec tel homme ou telle femme. Donc la table, elle est énorme en fait. Elle est très massive, elle tient bien, elle est solide. Et on pourrait dire que la même chose à l'inverse, c'est-à-dire que si j'ai pas confiance en moi, j'ai une croyance, en fait, on parle de croyance en fait, c'est-à-dire que j'ai la croyance que je suis quelqu'un de puissant ou d'intelligent ou de capable, mais je peux aussi avoir une autre croyance, et c'est malheureusement la plus répandue, c'est j'ai une croyance où je ne suis pas si intelligent que ça, je ne suis pas si capable que ça, je ne suis pas si... voilà, j'ai pas tant d'estime que moi. Cette croyance-là, elle a également des pieds. Elle a des pieds, par exemple, la référence, ça va être ben, j'ai pas confiance en moi parce que depuis que je suis petit, à l'école, déjà, on me disait que j'étais bête. Voilà. Ça, c'est une référence qui m'a marqué, je me souviens. Une autre pied, c'est mes parents me disaient mais qu'est-ce qu'on va faire de toi plus tard? Écoute, on est Manuel, tu seras Manuel mon fils, hein, donc voilà, tu n'es pas intellectuel, sous-entendu. Ça, c'est un autre pied que j'ai eu, par exemple, on va dire, hein, c'est un exemple. Un troisième pied, ça peut être par exemple, j'ai raté l'examen à l'université, l'examen d'entrée. Donc là, ça montre vraiment que je ne suis pas intelligent, je ne suis pas brillant. Et encore un autre pied, ça peut être par exemple, mon copain ou ma copine m'a quitté en me disant « t'es vraiment trop con ». Voilà. Donc en fait, cette table, elle repose sur des pieds. Et si vous voulez que cette table n'existe plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est assez forte, mais il y a les pieds qui sont là en dessous. Eh bien, il suffit de casser ces pieds. C'est ça la métaphore et c'est intéressant parce que s'il manque un pied, la table va être, voilà, elle va commencer à être en déséquilibre. Si on enlève plusieurs pieds, elle va tomber évidemment. Et le développement personnel va nous inviter à remettre en question les références qui soutiennent nos croyances les plus profondes sur ce que nous sommes. Par exemple, je suis intelligent, bon ça on va pas remettre en question, mais je ne suis pas intelligent, je ne suis pas compétent, je ne suis pas capable, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas séduisant. Ce sont des références, ce ne sont que des références, ce sont que des points de vue comme je l'ai dit, ce sont que des visions de ce qui s'est passé dans le passé et des interprétations que j'ai eues de ces situations. Par exemple, et on peut remettre en question, et là c'est facile dans les exemples que je donne, par exemple, voilà, mes professeurs à l'école me disaient que je n'étais pas brillant, est-ce que c'est une preuve vraiment que je ne suis pas quelqu'un de bien? Ben non, on le sait aujourd'hui, c'est des bons professeurs, je crois que vous vous en rendez compte avec moi, il n'y en a vraiment pas beaucoup finalement. Hein. Des professeurs qui valorisent, qui encouragent, qui essaient de s'adapter aux enfants, ça ne court pas les rues. Après, il y a un autre pied, prenons encore un exemple, mais mes parents disaient que je n'étais pas très, très brillant, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Est-ce que c'est une preuve vraiment que je ne suis pas intelligent? Et vous voyez qu'en fait, en remettant en question, et c'est le travail qu'on fait en développement personnel, on développe la personne, eh bien, à un moment donné, cette table va commencer à devenir ballante parce que les références sont remises en question. Donc, ça demande un peu de lucidité quand même, de se dire finalement, mais est-ce que ce n'est pas juste une interprétation que j'ai eue? Et là, on commence à rentrer dans un no man's land en disant, mais au fond, qui je suis alors, si ce n'est pas vrai tout ça? Vous voyez? Et là, on va reconstruire la personne avec une nouvelle table, avec une nouvelle référence. Mais regarde, tu es capable, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et par exemple, moi, dans les coachings ou les séminaires de confiance en soi, on retravaillait sur le CV, par exemple, avec toutes les compétences. On incitait les personnes, enfin, j'incitais les personnes avec d'autres coachs qui faisaient la même chose. C'est finalement, qu'est-ce que je sais faire? De quoi je suis capable et prenons des références, prenons des exemples de ce que j'ai déjà réussi à faire. Parce qu'on a tendance à écarter les références de réussite. On a tendance à dire, bah, ça c'est rien, c'est une exception. Non, en réalité, c'est bien de les voir et de se les rappeler, de dire, mais pour quelle raison finalement je suis une belle personne? Pour quelle raison je suis capable, comme les autres, de faire ça, ça ou ça? Eh bien, en fait, en les voyant et en les répétant et en les regardant et en détruisant les tables, les croyances, vous avez compris, négatives, eh bien, la personne redevient un peu plus confiante justement, et beaucoup plus. Et on peut vraiment faire des transformations à ce niveau-là. D'autant plus que dans le développement personnel, on va beaucoup aussi travailler sur le fait que tout est possible. Ça veut dire qu'en fait, on se met des limites en permanence. On se met des limites sur ce qu'on croit être. On se met des limites sur notre mémoire, par exemple. On se dit souvent, après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans, on ne peut plus faire d'études, c'est fini, on ne peut plus se refaire, c'est terminé, j'ai plus confiance. Non, on peut à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans même, 90 pour les Français, reprendre des études. Encore, j'ai vu dernièrement sur Facebook une personne qui a 90 ans, ou 90 ans ou plus, qui reprenait des études. La mémoire ne s'use que si on ne l'utilise pas. La mémoire est comme un muscle, on peut muscler sa mémoire. J'ai vu des personnes de 60, 70 ans qui se mettent à la musculation et c'est extraordinaire le résultat. Donc en fait, tout est possible
En fait, il y a les seules limites, c'est les limites qu'on se donne nous-mêmes, à part des limites bien sûr rationnelles. Hein. Je ne pourrais pas aller sur la Lune ou si j'ai 90 ans, je ne peux pas commencer à courir le 100 mètres et être champion du monde. Ça, c'est des limites rationnelles, mais je peux quand même faire des choses. Et souvent, les limites sont celles qui sont dans notre tête, des limites mentales. En réalité, des tas d'exemples nous montrent, j'aime bien les collectionner, je les mets sur ma page Facebook, des gens qui sont âgés, qui n'ont jamais rien fait et qui font des trucs extraordinaires. Simplement parce qu'ils y croient, parce qu'ils se disent mais pourquoi pas au fond? Qu'est-ce que j'en sais, ce que je suis capable? L'épigénétique nous montre qu'en fait on a beaucoup plus de puissance qu'on croit. Et l'épigénétique nous montre, je ferai une vidéo là-dessus bientôt, c'est qu'en fait on peut développer des gènes de santé plutôt que de développer des gènes de la maladie. Et ça c'est une question d'intention. Quelle est l'intention que je mets dans ma vie par rapport à ce que je suis, par rapport à ce dont je suis capable? Donc on voit que l'importance également, et dans le développement personnel c'est super important, l'importance donc de la pensée constructive ou de la pensée positive. Mais je préfère dire pensée constructive parce que parfois tout n'est pas positif, mais on va quand même essayer de manière constructive de voir un aspect positif dans la situation ou un aspect intéressant ou apprenant. Donc ça c'est la première étape et il y a tout un travail à faire là-dessus et donc la question à se poser c'est par rapport à ça, mais remettez-vous en question finalement qu'est-ce que j'en sais que je ne suis pas intelligent, hein, c'est plutôt déconstruire qu'on va faire pour ensuite reconstruire. Vous pouvez vous faire coacher pour ça par exemple. Vous faire aider par des amis qui ont une vision peut-être un peu plus objective que vous. La deuxième étape qui est la plus importante et qui me tient vraiment à cœur, et je vais de plus en plus là-dedans, je propose à des clients, vraiment de plus en plus aux gens que j'accompagne dans les séminaires, d'aller dans cette deuxième étape. Si la première étape c'est le développement personnel, je dirais que la deuxième étape c'est le dépouillement personnel, c'est-à-dire qu'en fait on ne s'occupe plus de la personne. La personne c'est une construction, c'est du mental, c'est l'ego en fait. L'ego c'est quoi? C'est l'image mentale de ce que je suis, c'est moi, oh, moi je suis capable, je sais faire ceci, je sais faire cela. Mais c'est quelque part une illusion parce qu'en fait tout ça va disparaître. Dans le sens que, ok, maintenant je suis capable, mais peut-être dans 10 ans je ne serai plus. Hein, mes capacités physiques vont diminuer, mes capacités intellectuelles peut-être, voilà, au niveau technique, je vais plus pouvoir être à jour. Donc en fait, tout ce que je crois, je me base sur des choses qui sont en mouvement et qui vont disparaître. Et on va de toute façon tous disparaître. Et en fait, en vieillissant, on va perdre des capacités. Notamment, on va, par exemple, si vous voulez séduire des hommes ou des femmes, après un certain âge, ça ne marche plus avec des personnes plus jeunes. Vous n'avez plus ces capacités-là. Vous êtes dans un changement en fait en permanence. L'idée de cette deuxième étape, c'est de quitter ce qu'on appelle l'ego, qui est tout le temps stressé parce qu'il va perdre des choses, parce qu'il se demande quand même toujours, oui, mais est-ce que je suis vraiment si capable que ça quand je me compare aux autres? Parce que l'ego, c'est tout le temps le jugement en permanence sur ce que je suis et sur ce que sont les autres, donc on se compare. Donc il y a tout le temps, malgré qu'on va travailler sur sa personne et on va faire des belles choses, il y aura quand même toujours ce questionnement. Hein, par exemple, je vais développer des compétences artistiques, mais après, il y en a d'autres qui font meilleur que moi. Puis je suis en train de me dire, peut-être que je ne suis plus à jour au niveau sportif, je ne sais plus faire la même chose qu'avant. Et donc en fait, je ne peux pas être rassuré totalement sur ma confiance parce que si je reste identifié à mon mental, à mon ego, je suis au fond stressé en permanence. J'ai peur de perdre tout ça parce qu'en même temps, je vais le perdre en plus. Donc, il y a un stress permanent. Mais je peux m'identifier à mon ego, je peux m'identifier également à mon mental, ou je peux m'identifier également à ce que je suis profondément. Donc, c'est l'ego ou l'être. Ce que je suis profondément est au-delà du mental. C'est-à-dire que là, je ne suis plus dans la réflexion mentale sur ma valeur. En fait, je ne me pose même plus la question. Je le sais profondément. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui ne vient pas de ma tête, qui est en train toujours de comparer, d'analyser la situation, de comparer avec les autres. C'est stressant. Là, je quitte ce monde mental, donc par exemple par la méditation, par la pleine conscience, par différentes techniques de lâcher prise avec le mental. Et là, naturellement, la vraie confiance arrive. Parce que paradoxalement, la confiance peut se construire avec le mental, c'est ce qu'on a dit au début, la première étape. Mais à un moment donné, il y a des limites. Et puis, c'est pas acquis à vie, comme j'ai dit. Mais si on va plus loin, on quitte le mental et là, c'est la confiance naturelle qui vient. Une confiance qui n'est pas créée par une réflexion mentale, qui vient simplement par un élan de vie. Hein, par exemple, vous avez envie de faire un choix de vie, mais vous avez peur, vous n'avez pas trop confiance, vous avez envie de rencontrer, vous avez des problèmes avec le sexe, au niveau affectif, par exemple, sexe opposé ou le même sexe, peu importe, avec un homme ou avec une femme, vous n'osez pas trop, vous n'êtes pas sûr d'avoir confiance en vous, là vous êtes dans le mental. Et si on quitte le mental, on sent juste un élan de vie et on y va. Et s'il n'y a pas cet élan de vie, on n'y va pas. En fait, si vous voulez, dans cette étape de dépouillement personnel, on arrête de baser toute sa vie sur la réflexion, sur le jugement, sur la comparaison, jugement de soi, comparaison avec les autres.
en fait, on n'écoute plus trop ça. Le mental, il va être mis à sa place, qui est plus un serviteur pour gérer des aspects pratiques de la vie. Mais au niveau psychologique, au niveau de ma valeur, au niveau de ce que je suis, c'est plus le mental qui va me dicter, c'est un élan de vie, c'est mon cœur. En fait, j'écoute beaucoup plus mon cœur que ma tête. Et si j'écoute mon cœur, et je fais souvent ça en accompagnement, je demande aux gens qui sont en dilemme devant un choix de vie, ils n'ont pas confiance, ils ont peur, en même temps ils ont envie, je dis mais fondamentalement, on ne s'intéresse pas à la tête, à la réflexion, à la logique. Juste si on écoute votre cœur, vous avez envie de faire quoi? Et vous avez envie de faire quoi? Le cœur répond, j'ai envie de faire ça. Ok, voilà, ça c'est un élan de vie. Mais il y a le mental qui va nous bloquer en disant oui, mais non, mais c'est peut-être pas possible, peut-être je vais pas y arriver, peut-être c'est dangereux, peut-être ceci, peut-être je vais pas trouver ceci. Et en fait, on a toujours 36 000 raisons pour ne pas faire les choses. Si on écoute le mental, c'est jamais les bons moments. Il y a toujours un risque, il y a toujours une possibilité que ça marche pas, il y a toujours une idée que je me fasse avoir, il y a toujours... En fait, si on écoute ce mental, c'est une prison en fait, c'est la folie, c'est stressant. Donc on peut l'écouter après, une fois qu'on a un élan de vie. Ok, maintenant une fois qu'on a eu un élan de vie, on peut écouter ce mental en disant ok, maintenant à quoi je vais faire attention. Et là, tout il va commencer à venir avec plein de listes de tout ce qu'il faut faire attention. Mais on va l'écouter par la suite parce qu'on a déjà pris sa décision. Vous voyez, c'est un partenariat entre le mental et notre être profond. Et ce que nous sommes profondément, c'est au-delà du mental. Et donc, la clé de la confiance en soi, fondamentalement, et je suis de plus en plus persuadé de ça, c'est d'écouter son cœur plutôt que d'écouter sa tête. Et moi, c'est ce que je fais en accompagnement. D'abord, première étape, c'est que je vais travailler en hypnose pour travailler sur le passé. Pourquoi je dis le passé? Parce qu'un exemple qui me vient d'ailleurs juste maintenant, j'avais vu dans un livre, je ne sais plus quel livre, bon, en tout cas, peu importe, et, on a remarqué que aux États-Unis, au début du siècle, il y a eu beaucoup de migrants qui sont arrivés, donc des gens qui venaient d'Australie, des gens qui venaient d'Angleterre, d'Irlande, etc., etc. Et ces personnes-là ont souvent, quand ils sont arrivés, ils n'avaient rien. Ils quittaient leur pays, c'était pour une nouvelle vie. Et puis ils sont arrivés aux États-Unis et ils ont fait fortune. Beaucoup d'entre eux, ils ont vraiment bien réussi. Et on s'est demandé comment ça se fait. Et c'est intéressant parce que ceux qui étaient déjà là n'étaient pas plus intelligents ou moins intelligents. Ils étaient pareils. Pourquoi ils seraient moins intelligents que ceux qui sont arrivés? Mais ceux qui sont arrivés ont réussi beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus encombrés par le passé, par ce qu'ils considéraient sur ce qu'ils pouvaient faire. Là, tout leur semblait possible. Ils arrivaient dans un nouveau pays, c'était un peu voilà, l'Eldorado, tout est possible, ils oublient qui ils sont. Et c'est ça le déploiement personnel, c'est oublier qui nous sommes. Oublier les limitations qu'on a eues, tout devient possible, donc c'est pas, on écoute son cœur, on a un élan de vie, et on ne se pose pas la question, en plus ils ne se posaient pas la question parce qu'ils ne savaient pas trop les codes de ce nouveau pays. Bon, c'est vrai que très logiquement, il y avait plus de possibilités de réussir qu'aujourd'hui, par exemple, mais il n'empêche, je vois encore des gens qui viennent, qui vivent dans un nouveau pays et tout d'un coup, ça leur semble plus facile. Ils ont plus facile que d'autres qui sont là depuis longtemps dans le pays parce qu'en fait, ils n'ont plus dans le passé et tout leur semble possible. Ils ne sont pas encombrés par des considérations sur ce qui est possible et pas possible. Et donc, c'est ça l'idée, c'est d'oublier le personnage que nous sommes, d'oublier ce personnage qui a ses limitations et écouter son cœur. Ça demande un vrai lâcher-prise avec le mental et c'est ça la clé de la confiance en soi, c'est finalement la vraie confiance en soi qui est naturelle, c'est écouter son cœur. Et je me souviens, et je termine avec ça, un documentaire que j'avais vu sur la puissance du cœur, c'était très très beau, je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous invite à le voir, je pense qu'on peut le retrouver sur Netflix et bon, je ne sais pas, on peut le retrouver sur Netflix je pense. Ce qui m'avait marqué, c'est un passage où vous avez une jeune femme qui est avec sa famille et c'est la période juste avant le génocide rwandais. Et elle écoute son cœur et elle sent qu'il faut partir. Mais elle écoute aussi sa tête parce qu'elle le dit aux autres et les autres lui disent non, non, il ne faut pas partir, t'inquiète pas, ça va aller, on est protégé, tout va bien. Et il lui donne des arguments logiques, donc elle écoute sa tête, ouais, c'est logique, c'est vrai. Et elle reste, et le lendemain, c'est la catastrophe, c'est le génocide qui commence, des gens arrivent, il y a des tueries, des massacres avec les machettes, rappelez-vous. Et là, elle est obligée de se cacher chez un voisin, je pense, avec plusieurs des membres de sa famille, plusieurs sœurs, je pense. Et elle aurait dû écouter son cœur. Et puis là, elle est cachée dans une toute petite pièce, c'est un petit débarras, c'est vraiment petit, une petite salle de bain, je pense, tout petit, ils sont à 10 là-dedans, donc c'est vraiment, ils sont obligés ils ne peuvent pas s'asseoir tous ensemble. Et ils vont rester des mois là-dedans, ils sont cachés par le propriétaire. Et c'est infernal, évidemment. Et là, elle écoute de nouveau son cœur.
Et c'est pas souvent, c'est marrant parce que c'est pas rationnel, quelque part pour le mental, l'ego, il va dire c'est pas rationnel, mais le cœur, elle écoute son cœur, son instinct, et elle dit à propriétaire, je sens qu'il faut cacher l'entrée de la pièce avec une armoire. Mais il n'y avait pas de raison logique. Et le propriétaire le fait. Et puis les soldats arrivent juste plus tard, le lendemain, je ne sais plus, et grâce au fait que l'armoire était devant, ils ne les ont pas vus. Et ensuite, plus tard, elle a pu s'échapper. Et le film est rempli comme ça de témoignages, notamment Paulo Coelho, qui est un écrivain magnifique, je ne sais pas si vous aimez, qui parle beaucoup avec son cœur. Et en fait, la clé, c'est d'écouter son cœur. Ce que je vous invite, c'est d'écouter plutôt votre cœur que votre tête. Ça demande de faire le silence mental. Donc c'est pour ça que la pratique de la méditation est importante, c'est observer en soi, mais finalement, qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Est-ce que vous écoutez plutôt le mental qui crée de la peur, ou est-ce que vous écoutez plutôt le cœur qui dit non, juste non, sans émotion, ou oui, avec enthousiasme? Et je vous invite à suivre cet élan de vie. Alors j'espère que cette vidéo vous a inspiré, peut vous faire réfléchir. N'hésitez pas à me poser des questions, puis n'hésitez pas à la partager si vous la trouvez inspirante. Et maintenant, j'en viens aux petites annonces rapidement. Donc j'ai un séminaire, là je crois qu'on est le 23 septembre. Donc là, dans quelques jours, la semaine prochaine, j'ai un séminaire, mais qui est complet malheureusement, sur le jeûne ici en Suisse, dans un chalet, pendant 3 jours. Où on va apprendre à méditer et travailler justement sur nos limitations. Mais sinon, dans 2-3 semaines, il y a un séminaire qui s'appelle Devenir le meilleur de soi, la meilleure version de soi. C'est en Belgique, à Borin, dans les Ardennes. C'est un bel endroit aussi. Et là, on va travailler pendant 2 jours. C'est le 8 et 9 octobre de mémoire. Je mets les informations en dessous de la vidéo, vous pouvez aller voir. Là, on va travailler justement sur ces limitations mentales que nous avons sur notre passé et notre futur, et plutôt aller au-delà de ce mental, le reprogrammer, comme j'ai dit, reprogrammer quand même le mental, l'inconscient, pour qu'il y ait moins de limitations, et puis ensuite oublier et lâcher prise et écouter ce que nous sommes profondément. Ça, c'est le séminaire qui aura lieu dans 3 semaines. Puis ensuite, il y aura un séminaire également au mois de mars en Haute-Normandie, près de Paris, avec Audrey, une naturopathe. Et là, on va également faire le jeûne pendant 3 jours et également travailler la méditation et le lâcher-prise et la libération émotionnelle. Et alors, j'ai un projet qui va normalement se faire au mois de novembre dans un très très bel endroit en Belgique qui s'appelle la Carrosserie. La Carrosserie, c'est une sorte de complexe artisanal hôtelier. En fait, c'est un hôtel mais très particulier dans la nature, c'est magnifique, avec toutes des chambres très différentes, indonésiennes, africaines. Moi, quand j'ai été, j'avais dormi dans une roulotte, c'était magnifique, puis il y a des jacuzzis, il y a une yourte. Et en fait, je vais organiser avec la propriétaire là-bas un séminaire justement sur le jeûne, avec un repas végétal à la fin, 3 jours de jeûne, avec également un travail sur la méditation, sur le lâcher-prise, qui va vraiment dans la lignée de cette vidéo également, pour retrouver une confiance naturelle. Et ça va se faire dans un bel endroit. Le séminaire se fera dans le yaourt, et puis les gens pourront pendant ces 3 jours être dans des chambres magnifiques chaque fois avec des thèmes différents. Je crois qu'il y a même une cabane dans un arbre aussi. Donc je mettrai toutes les photos et toutes les infos en dessous de la vidéo. Donc au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde